moi, c'est un sujet, la reconversion professionnelle, qui me tient beaucoup à cœur et que j'adore en fait, parce que je l'ai vécu moi-même et parce que je me suis formée beaucoup sur plein de sujets qui m'ont permis de découvrir des trucs passionnants. Et, euh, et pour moi, ça a été un chemin qui n'a été pas forcément évident, cette reconversion professionnelle. Il y a eu beaucoup de chamboulements, beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, etc. Et du coup, euh, partager aujourd'hui ce chemin et puis les moyens de le faire plus sereinement, c'est une Mm. vraie joie, quoi. C'est vraiment, ça part d'une grande joie. Donc, je vous propose de vous partager une petite présentation que j'ai préparée pour l'occasion et qui me permettra justement de voir un petit peu tout ce que j'ai à dire, parce que j'en ai quand même une certaine quantité, pour pouvoir vous partager tout ça, hop, le plus efficacement possible. Est-ce que vous voyez bien l'écran que je partage? Oui. C'est parfait. Si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Soit vous les gardez pour la fin, soit vous les posez en même temps. C'est comme vous le sentez, c'est selon votre élan. Donc effectivement, changer de vie professionnelle, ou en tout cas changer de métier, s'interroger sur ce qu'on fait dans sa vie pro, c'est quelque chose qui est quand même hyper courant. Je pense que quasiment tout le monde, au moins une fois dans sa vie professionnelle, se pose cette question de est-ce que ce que je fais me correspond encore? Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose qui pourrait être plus adapté, plus joyeux, qui me ressemble plus, etc. C'est complètement normal d'avoir ces questionnements dans le sens où, évidemment, on évolue toute notre vie. Et donc, le choix qu'on fait en général à la fin de nos études sur une profession, peut-être qu'il nous correspond à cet instant-là, parfois peut-être même pas, parce que parfois on fait des choix qui sont peut-être plus influencés par le poids de notre entourage que par nos vraies aspirations, mais ça c'est encore différent. Mais en tout cas, quand bien même on fait un choix de cœur quand on a une petite vingtaine d'années et qu'on se lance dans la vie professionnelle, eh ben, c'est pas du tout étonnant que quelques années plus tard, de par notre évolution personnelle, nos valeurs qui ont changé, nos aspirations, on s'interroge sur le fait peut-être de faire autre chose. C'est complètement normal et je trouve que c'est même plutôt joyeux de s'interroger voilà, dans sa carrière. Évidemment, ça l'est beaucoup moins quand ces interrogations, elles interviennent parce qu'il y a un mal-être au travail et qu'on se sent vraiment dans des circonstances très difficiles, ce qui est malheureusement le cas de beaucoup de personnes que je rencontre aujourd'hui qui sont dans des situations très difficiles, qui s'approchent de l'épuisement professionnel, voire même du burn-out. Et là, on est vraiment dans des circonstances qui font que l'interrogation sur autre chose dans la vie professionnelle, elle n'est pas juste accessoire, elle est vraiment très indispensable en fait au bien-être de la personne. Donc quoi qu'il en soit, quand on s'interroge effectivement sur ces choses-là, il y a beaucoup de choses qui font que ça réveille en nous des peurs. Ça réveille en nous des choses qui sont très compliquées et que la simple idée d'envisager un changement potentiel, ça va venir nous stresser, nous occasionner des choses qui sont très désagréables. Et ça, c'est très simple. C'est parce que notre cerveau, celui qu'on a tous aujourd'hui, son fonctionnement, finalement, il est la résultante de notre évolution en tant qu'être humain. Et à la base, il a été programmé quand nous étions des hommes préhistoriques, hein, donc il y a des milliers d'années. Et à ce moment-là, on était dans un environnement qui était hyper hostile. Le moindre fait de mettre le nez dehors, c'était potentiellement se retrouver face à des dangers très, très importants. Et la notion de survie, elle était omniprésente à ce moment-là. Donc notre cerveau, il était programmé pour nous permettre de survivre le plus longtemps possible par rapport à toutes ces hostilités-là. En gros, comment c'était possible? Bah, c'était possible en étant toujours à l'affût du moindre danger et en ayant une réactivité plus plus, qui fait que si je voyais un buisson qui commençait à bouger un petit peu dans un coin, aussitôt mon cerveau se mettait en mode peur et réaction, c'est-à-dire en gros fuite, parce que potentiellement dans le buisson, c'était un animal dangereux pour moi qui était en train de se cacher. Donc il y avait cette nécessité d'être à l'affût avec des systèmes d'alarme très, 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 très développés et très réactifs. Aujourd'hui, heureusement, on vit quand même dans notre société dans des circonstances plus sereines. On n'a pas autant d'hostilité dans notre environnement extérieur, ce qui fait qu'il n'y a plus besoin d'avoir un système d'alarme au niveau de notre cerveau qui soit aussi perfectionné et aussi sensible. Sauf que, eh ben, il l'est quand même, parce qu'il n'a pas évolué tant que ça, ce système d'alarme. Et donc, dès qu'on va vouloir sortir de notre zone de confort,
Et donc, quand je parle de zone de confort, je ne parle pas forcément d'une zone qui est confortable, c'est-à-dire qui nous procure du bien-être. Je parle de l'ordre du connu, c'est-à-dire à partir du moment où on s'interroge sur le fait de sortir de ce qu'on connaît, de nos habitudes, Mhm. de ce dans le quoi on est vraiment, on se sent en sécurité, entre guillemets, et ben notre cerveau, il va s'affoler. Il va s'affoler parce que potentiellement, on va sortir de quelque chose qui est sécurisant et on va se retrouver dans de l'inconnu qui va être effrayant, avec tous les dangers potentiels. Et donc, évidemment, c'est ce que je vous ai mis sur la présentation. Il y a la peur de l'inconnu qui va commencer à se mettre en marche, et donc on va la ressentir très fort. Il va y avoir aussi potentiellement le fruit de notre expérience de vie qui nous aura marqué tout au long de notre enfance, de notre adolescence, de notre vie d'adulte. Et donc, peut-être qu'il y a des questionnements sur notre confiance en nous qui vont émerger. Est-ce que je serais capable de faire autre chose? Est-ce que je serais capable, par exemple, de reprendre une formation pour pouvoir faire autre chose? Est-ce que c'est possible? Est-ce que j'en aurai les capacités? Il y a aussi l'absence de clarté sur ce qu'on pourrait faire de différent. Quand on a fait un métier pendant des années, eh ben, évidemment que ce n'est pas évident de se projeter dans quelque chose de différent et que ça demande vraiment de pouvoir euh, se recentrer, poser les choses. C'est ce qu'on va voir par la suite. On n'a pas forcément une illumination sur ah bah tiens, je pourrais faire ça. C'est loin d'être comme ça. Après, il y a aussi les croyances limitantes, c'est-à-dire euh, bah, j'ai un CDI, si je sors de mon CDI, je me mets en danger, ça va être la catastrophe, je vais me retrouver en précarité, etc. Il va y avoir ce truc de mais de toute façon, je suis mauvais pour ça, donc je n'y arriverai pas et je ne serai pas capable. Il y a toutes ces croyances qu'on a et qui nous limitent dans ce qu'on s'autorise ou pas à faire. Et puis, parfois, il y a aussi le discours de notre entourage. Parce que les gens autour de nous, aussi bienveillants soient-ils, bah, le fait d'envisager des choses comme ça qui peuvent représenter une prise de risque, eh ben, ça va leur faire peur pour nous parce qu'ils ont envie évidemment qu'on vive le meilleur mais qu'on soit en sécurité. Et donc peut-être que vos proches vont aussi avoir un discours un peu interrogateur en disant mais t'es sûr parce que quand même t'es en CDI, si tu risques de partir de ça c'est quand même vachement dangereux parce que là, bon bah certes il y a des choses qui vont pas mais en même temps tu as quand même la sécurité de l'emploi et puis tu as un salaire qui est quand même conséquent qui tombe à la fin du mois, etc. Donc il y a aussi ce discours-là qui fait qu'on peut très bien se dire, ouais, bah, en fait c'est vrai, alors oui, c'est difficile, mais en même temps, bah, il y a quand même plein d'avantages, donc peut-être que je vais rester. Ça, c'est complètement normal. Et quand on est effectivement dans cette démarche, il va falloir apprendre à jongler avec tout ça. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est un peu de pratique parce que moi j'aime bien la pratique. Je vous propose de vous interroger peut-être quelques secondes, voilà, une petite minute, pour vous faire le point sur quand vous vous projetez dans ce processus de reconversion professionnelle potentielle, quelles sont les pensées qui vous viennent? On a forcément cette petite voix en nous. Souvent, elle est un peu rabat-joie d'ailleurs. La mienne, je l'ai prénommée Geneviève. Parfois, on dialogue un peu toutes les deux, ce qui peut sembler un peu barré, mais peut-être que j'ai un côté barré. En tout cas, parfois, elle nous dit des trucs hyper désagréables et elle nous fait justement ressortir toutes nos croyances, toutes nos peurs. Et donc, je pense que c'est intéressant d'observer ce qu'elle peut nous dire. Effectivement, euh, pour pouvoir vraiment envisager un changement professionnel le plus sereinement possible et le plus complètement possible pour moi, il y a un outil qui est hyper riche, que moi j'utilise du coup dans le programme d'accompagnement à la reconversion professionnelle que je propose, qui s'appelle Job and Joy et dont je vous parlerai plus tard. Ça s'appelle l'ikigai. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'ikigai. En fait, c'est un concept qui est japonais et qui se traduirait en français par raison de vivre, en fait. Quand on vit selon son ikigai, on a en fait une vie qui est designée en fonction de soi, en fonction de nos talents, de nos valeurs. Et c'est ce qui fait que le matin, on va se lever avec cette envie de vivre une nouvelle journée dans notre vie, en fait, parce qu'on sera tellement en phase avec soi que chaque jour sera presque une fête. En gros, c'est ça l'idéal de l'ikigai. Et donc, c'est même au-delà de l'aspect pur professionnel. C'est vraiment une démarche qui invite à s'interroger sur toutes les sphères de nos vies et pas juste sur l'aspect pro. Même si moi, c'est cette lunette-là que j'ai choisi de prendre pour pouvoir construire mon accompagnement. La réflexion, elle déborde forcément sur les autres sphères de vie et je trouve qu'elle est
tellement riche et tellement passionnante pour pouvoir se construire pas à pas une vie qui nous correspond vraiment. Donc, l'ikigai, c'est ce que vous avez. Vous voyez bien mon écran partagé avec le petit schéma? Oui, Ouais, ça va. En fait, l'ikigai, c'est ce qui se trouve au milieu de mon schéma. Et vous avez quatre cercles, en fait, concentriques qui le composent. Et donc, l'ikigai, il est à la rencontre de ça, à la rencontre de ce en quoi vous êtes doué, vos talents naturels, ce que vous aimez, c'est-à-dire toutes les activités, toutes les choses que vous aimez faire, que vous aimez vivre. Ce dont le monde a besoin, selon vous, c'est-à-dire dans votre vision du monde, de quoi le monde aurait besoin de disposer en plus grande quantité. Et ça, c'est vraiment votre vision à vous. Et c'est différent pour chacun. Et puis la dernière chose, c'est ce pourquoi vous pouvez être payé, c'est-à-dire toutes les compétences, les talents que vous avez, comment elles peuvent être mises en œuvre pour que vous puissiez en générer des revenus. D'accord? En gros, c'est ça l'idée. Et donc, l'ikigai, il se trouve à la rencontre de tout ça. Et donc, pour pouvoir envisager une reconversion professionnelle qui soit vraiment la plus satisfaisante possible, moi, j'invite les personnes que j'accompagne à s'interroger avec justement ces quatre sphères-là. Et pour faire ça, parce que ça peut sembler un peu comme la montagne devant laquelle on se trouve et on se dit, mais je vais jamais réussir à atteindre le sommet, c'est énorme ce truc. Et bien évidemment, je vous propose de le découper en étapes parce que oui, la montagne, elle a l'air énorme devant soi. Mais si je la découpe en petites étapes et que je me dis, OK, pour cette première journée, je vais marcher pendant 3 heures et du coup, je vais faire une première étape dans tel refuge. Et puis le lendemain, bah, je vais parcourir un certain nombre de kilomètres et ça va me permettre d'atteindre un autre refuge. Vous voyez? Et en mettant comme ça en perspective une traversée globale, ça va permettre de faire quelque chose qui va être beaucoup plus gérable, sans affoler votre système nerveux. Parce que le but, c'est ça. C'est pas de se mettre en mode panique devant l'immensité ou l'énormité de la tâche. Donc, ces étapes, je les ai constituées aussi pour qu'elles soient les plus pertinentes et les plus pointues possibles, on va dire. Et donc, pour moi, la toute première, c'est celle qui vise à se reconnecter à soi-même. Parce que bien souvent, quand on a une vie d'adulte bien remplie, avec une occupation professionnelle qui prend du temps, avec peut-être une vie de famille autour de ça qui prend du temps aussi, avec plein de choses ménagères, etc. Enfin, il peut y avoir des tas de choses qui rentrent dans une vie d'adulte. Et ben, quelque part, on est tellement pris dans cette spirale qu'on en perd le fil de soi, en fait. Et donc, pour moi, se reconnecter à soi, c'est la première étape. Je vous dirai plus en détail en quoi ça consiste. La deuxième étape que je préconise, c'est vraiment d'aller identifier ses talents innés. C'est-à-dire ces choses qu'on fait avec tellement de facilité qu'on a l'impression que ça n'a pas de valeur et que tout le monde sait le faire aussi. Or, ce n'est pas le cas, évidemment. On a tous des talents particuliers, euh, mais qu'on ne connaît pas forcément. Et donc, de pouvoir aller mettre le doigt dessus, je trouve que c'est tellement intéressant et riche. Ensuite, la troisième étape, bah, c'est de vous connecter à ce que vous aimez, à ce qui vous fait vibrer. Et là aussi, on est très large. C'est qu'est-ce qui vous met en joie dans la vie? Quelles sont les activités, les circonstances, les domaines dans lesquels vous vous sentez vraiment en joie? Et là aussi, on se rend compte, et moi je le vis dans les accompagnements que j'ai fait déjà, c'est que bien souvent, on est tellement dans une spirale de il faut faire ci, il faut faire ça, d'obligations, etc., qu'on en a perdu ça. On en a perdu le fil de mais finalement, qu'est-ce que j'aime faire? Et beaucoup de personnes que je rencontre en séance me disent, mais en fait, ben, je m'aperçois que je ne sais pas répondre à cette question. Je ne sais même plus ce que j'aime faire, en fait. Je fais les choses parce que je dois les faire, mais je ne m'interroge pas sur ce que j'aime faire et je ne sais plus. Ou alors, ben, je fais les choses en fonction de ce que mon entourage a envie de faire. Et donc, ben, je demande toujours à mes enfants ce qu'ils veulent faire, mais moi, je ne m'interroge pas sur ce que moi j'aime faire. Et donc, souvent, c'est déjà une étape qui est vraiment hyper fondamentale de se reconnecter à ça. Ensuite, la quatrième, c'est d'identifier ce qui nous anime. Quand je parle d'identifier ce qui nous anime, on verra aussi plus loin, c'est d'aller là aussi se reconnecter à nos valeurs, à ce qui est important pour nous. Donc ça peut être aussi très large, très général. À partir de tout ça, quand on aura pu vraiment avancer sur ces étapes-là, on va pouvoir entamer cette réflexion sur un projet professionnel qui ait du sens pour soi. C'est à partir de là qu'on va pouvoir commencer à mettre les briques qui vont permettre de construire quelque chose qui soit pertinent
qui nous mettent en joie, en fait, pour soi, dans un projet professionnel. Et une fois qu'on aura identifié ce projet professionnel, eh ben, on va voir comment se lancer concrètement dans le vif du sujet. C'est-à-dire, OK, j'aimerais pouvoir faire ça, j'ai identifié que ça me correspondrait bien comme projet professionnel. Concrètement, comment je peux le mettre en place? Quelles actions je vais pouvoir mener pour le faire? Vous voyez? Donc, c'est vraiment ces 6 étapes-là que je parcours avec les personnes que j'accompagne en reconversion professionnelle. De mon expérience, on ne peut pas en faire l'économie. Il faut passer par tous ces stades-là pour pouvoir nourrir quelque chose qui ait du sens, encore une fois. L'idée, encore, je précise bien, hein, l'idée étant de pouvoir nourrir un projet professionnel qui nous fasse vibrer, qui nous fasse du bien et qui soit vraiment celui qui nous correspond. D'accord? Et pas un choix par défaut ou un choix par nécessité. Hop. Alors, quand je parle de l'étape 1 qui est de se reconnecter à soi-même, en gros, je parle de cette boussole qu'on a tous à l'intérieur de nous, mais qu'on n'apprend pas du tout à utiliser. Cette boussole, elle est là chez chacun. Le truc, c'est qu'on ne sait pas qu'elle est là et on ne sait pas du tout comment s'en servir. Donc, moi, c'est vraiment ce que je préconise à la base, c'est de se reconnecter à ça. Pour moi, l'indicateur qui nous indique si on est en phase avec notre boussole ou pas du tout, ce sont nos émotions. Nos émotions, elles nous traversent à longueur de journée, hein, on en a plein. On en a des agréables, des désagréables. Parfois, on ne sait même pas ce que c'est parce qu'on ne prend pas forcément le temps du tout d'aller regarder ce qui nous traverse. Mais elles sont là pour moi pour nous donner justement des indications. Et le tout, c'est justement de pouvoir aller lire ces indications, de pouvoir aller regarder ce qu'elles ont à me dire, ces émotions. C'est ce que vous avez sur le petit schéma que je vous ai fait ici. En fait, une émotion agréable, donc que ce soit de la joie, de la sérénité, de l'amour, de la gaieté, toutes ces émotions qui sont agréables à vivre, elles nous donnent une indication qui est tous tes voyants, entre guillemets, sont au vert, tes besoins du moment sont satisfaits. Et donc, tu es dans la bonne direction pour toi. D'accord? À l'inverse, quand on vit des émotions qui sont désagréables à vivre, que ce soit de la colère, de la peur, de la frustration, de la tristesse, il y en a tout un panel, là, le voyant, en fait, on nous indique qu'il est au rouge, c'est-à-dire il y a le petit système d'alarme qui se met en place et qui dit, OK, alors là, attention, ce que tu vis est désagréable et c'est le signe que tu as des besoins actuellement qui ne sont pas satisfaits. Et donc, quelque part, notre mission à partir de là, c'est d'aller dénicher ce besoin ou ces besoins, il peut y en avoir plusieurs évidemment, et de dire, OK, là tout de suite, je me sens par exemple triste, j'ai un besoin qui n'est pas satisfait, quel est ce besoin? Et de pouvoir aller avoir de la clarté là-dessus. Alors, dit comme ça semble hyper simple, mais en pratique, ça ne l'est pas. Parce que déjà, avoir, je trouve, cette clarté sur ce qui se joue en nous, c'est pas facile. Donc, mettre un mot sur une émotion, c'est pas forcément évident. Et derrière, déterminer le ou les besoins qui se cachent, ça l'est pas non plus. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire ce petit exercice pour là maintenant, d'essayer de me partager ou pas. Encore une fois, vous pouvez tout à fait faire l'exercice pour vous et le garder pour vous. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais je vous invite à vous interroger là maintenant tout de suite. C'est quoi l'émotion qui vous habite? Et donc, pour vous aider un petit peu, évidemment, voilà, j'ai cette petite liste. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien en termes de grosseur. Oui, Est-ce que vous arrivez à lire? pour moi, oui, ça Je vais peut-être le mettre un tout petit peu plus grand. Tac. Est-ce que ça marche? Oui. C'est juste qu'il y a un peu de... Voilà. Vous voyez, essayez d'aller regarder cette liste avec toutes les émotions. Alors, vous avez des grandes têtes d'affiche, hein, par exemple heureux, et puis derrière, vous avez toutes les nuances, parce que heureux, bah, ça peut être gai, ça peut être plein de vie, ça peut être rêveur, ça peut être pétillant, ça peut revêtir plein de petites nuances. Et donc, je vous invite à vous interroger, là tout de suite, comment vous vous sentez? C'est quoi le mot qui correspond le plus à votre état de là tout de suite, émotionnellement? Et vous verrez que c'est pas facile. Il y en a beaucoup, en fait. Il y en a plusieurs qui correspondent? Ben oui, souvent il y a un petit mélange. Est-ce que vous auriez l'élan de nous partager? Est-ce que Euh, vous avez envie? Ouais. ouais. Pour moi, ça serait peut-être en ce moment dans la catégorie serein, calme ou paisible.
Et en Parfait. même temps, dans la catégorie fatigué, sans énergie. D'accord. OK. Dani, tu as l'élan de nous partager? Ouais, mais ça serait plus perdu en fait. D'accord. OK. Et est-ce que tu arrives à faire une nuance dans la catégorie perdue? Est-ce que tu vois un petit peu ce qui pourrait être encore plus précis? Bah, plutôt hésitant et dépassé en fait. OK. Très bien. Bah, vous voyez, ça, c'est super. Ça veut dire que, en plus, c'est bien parce que à vous deux, il y a des choses agréables d'un côté, des choses désagréables de l'autre. Et donc, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est d'aller voir quel est le besoin que vous avez ou les besoins que vous avez l'une et l'autre qui sont soit satisfaits pour vous, Caroline, par rapport à ce sentiment de calme, de paisible, et Dani, toi, par rapport à ce sentiment d'être un peu perdu, dépassé, etc. Quels sont les besoins qui sont satisfaits ou pas satisfaits? Et là, c'est pareil. Vous avez des grandes familles, par exemple le besoin de liberté, qui se déclinent aussi par détail. C'est pas facile, hein? Mm. Il y a peut-être beaucoup de besoins, hein. Il y a des fois, parfois, on a une liste de besoins comme ça qui n'est pas satisfaite. Ce qui explique aussi voilà, qu'on ne se sent pas forcément toujours très bien. À l'inverse, parfois, quand on est hyper calme, paisible, machin, bah, il peut y avoir aussi toute une liste de besoins qui sont satisfaits pour le coup et qui expliquent qu'on se sente plutôt bien et que les voyants soient au vert. Mm. Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent dans cette liste? C'est plus au niveau de l'identité, moi, je pense. OK. Et là aussi, au sein de cette catégorie-là, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent plus? Pas mal. Il y en a plusieurs? Ouais, tout ce qui est évolution, passer un cap, tout ça, je pense. Ok, Savoir qui je suis. ok, très bien. Caroline, de votre côté? Moi, en fait, la grosse période stressante au travail vient de se terminer hier. Donc, je pense que par rapport à l'identité, passer un cap, le cap passé fait que je me sens enfin calme. Sereine. Et voilà, je pense que c'est ça, mais calme mais vidé. Donc, après, j'arrive pas à voir quel autre besoin. C'est plutôt un besoin de repos, mais je le vois pas. D'accord. Il doit être quelque part, effectivement. Alors après, peut-être que la liste est un peu tronquée. Non, il est dans les Ouais. besoins de survie. Le repos, c'est un Voilà, des besoins de survie voilà. élémentaire, finalement, comme celui d'alimentation Ouais. et d'hydratation. Ok. Donc, vous voyez, ça, c'est hyper intéressant de pouvoir faire ce petit travail-là de clarté sur ce qui se joue en nous. Parce que la deuxième étape, une fois qu'on a fait ça, bah, c'est de se dire, OK, j'ai un besoin, alors par exemple, dans votre cas, Caroline, besoin de repos. Bon, OK, et bah, concrètement, quelle stratégie je peux mettre en œuvre pour pouvoir satisfaire ce besoin de repos? Alors, Dani, évidemment, quand on est sur des besoins de type identité comme cela, c'est moins facile de trouver peut-être des stratégies facilement à mettre en place pour pouvoir y répondre. Mais on peut quand même avoir des petites choses, des petites pistes qui nous permettent de satisfaire ce besoin-là au fur et à mesure. Tu vois? Ouais. Voilà, c'est vraiment pour moi important de pouvoir se connecter à cette boussole qu'on a à l'intérieur de nous. Parce que quand on va être face à des choix à faire, sur quoi que ce soit d'ailleurs, hein, et ben c'est cette boussole-là qui va nous indiquer un petit peu le bon chemin pour soi. Si on sent qu'on est dans des émotions qui sont agréables, etc., quelque part, c'est le voyant vert qui dit c'est bon, vas-y, quoi. À l'inverse, si on sent qu'à l'intérieur, c'est fermé, c'est pas joyeux, c'est lourd, bon, bah là, c'est qu'on est certainement dans quelque chose qui n'est pas bon pour soi. Vous voyez? Et avoir une clarté là-dessus, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout de suite agir dessus. Je m'explique. Parfois, on doit faire aussi des choix de raison. Et donc, parfois, on est dans une activité professionnelle qui nous occasionne des émotions désagréables. On se sent stressé, on se sent ceci, on se sent cela. Du coup, ça veut dire qu'on a des besoins qui ne sont pas satisfaits. Pour autant, on ne va pas forcément pouvoir donner sa démission et partir comme ça du jour au lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément agir dessus aussitôt. Par contre, le fait d'avoir la clarté sur ce qui se joue, ça permet quand même de dire, OK, bah là, je sens très bien en moi que cette activité professionnelle-là, elle n'est pas pour moi. Donc, je sais qu'il faut que je passe par là parce que
j'ai une nécessité, par exemple, financière, matérielle, voilà, de rester à cette activité-là pendant quelque temps, mais je sais qu'il va falloir que je trouve un autre moyen, et donc il va falloir que peut-être en parallèle, je puisse faire des choses qui me permettent d'avancer pour pouvoir en sortir aussi vite que je pourrais, entre guillemets, en fonction de ce qui sera possible. D'accord? Donc l'idée, c'est ça, c'est d'avoir de la clarté. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ok. Non, ça va? Mhm. Alors ensuite, l'étape 2, je vous disais, c'est d'identifier ses talents innés. Les talents qu'on a tous en nous, mais qu'on ne connaît pas forcément. Donc, je vous le disais, on a tous des talents. Alors là, il y a la petite voix, hein, le truc un peu désagréable, qui va venir dire, bah, certainement pas. Alors toi, tu n'as vraiment pas de talent, hein, ça se saurait, tu n'es pas Picasso ou machin. Quand je parle de talent, c'est quelque chose de général, c'est-à-dire que je ne parle pas de Picasso ou de ce genre de personnage-là qu'on associe au génie ou à ce genre de choses-là. On a tous du génie en nous, on a tous des talents en nous, d'accord? À notre niveau, à notre échelle. Le tout, c'est de pouvoir justement aller identifier ce qu'on sait faire particulièrement bien. Et donc pour ça, je vous ai proposé un peu de pratique que vous ne pourrez pas forcément faire là comme ça en ligne, mais je vous propose un test qui est hyper intéressant, un test gratuit à faire en ligne qui est proposé par un site qui s'appelle VIA Character et qui est super intéressant pour aller identifier vos 5 forces de caractère. Donc ça, je vous mettrai le petit lien dans le chat, comme ça vous pourrez aller le faire à l'occasion. Et vous pourrez, voilà, comme ça, définir vos 5 talents, vos 5 forces personnelles. Et puis, il y a un autre exercice aussi que vous pouvez faire pour identifier ces talents naturels, qui est toujours intéressant, c'est d'interroger 5 personnes de votre entourage. Vous prenez 5 personnes dans votre entourage, essayez de faire un peu du côté professionnel, un peu de côté personnel pour avoir un panel assez large, et posez-leur cette question de dire, bah ok, selon toi, c'est quoi les choses dans lesquelles je suis douée? Et demandez à ces personnes de vous répondre. Alors, c'est toujours difficile de poser ce genre de questions. Donc, je sais qu'il y a votre petite voix à l'intérieur qui va peut-être dire, oh là là, je ne vais jamais pouvoir poser cette question-là à personne. Oh non, non, j'ai trop peur de ce qu'ils vont me répondre, ou j'ose pas, je ne veux pas les embêter, pour plein de raisons. Mais je vous encourage vraiment à ne pas écouter ça et à faire quand même le truc et à poser cette question. Vous verrez que souvent, les retours, ils sont hyper riches et souvent, on est surpris de voir la manière dont les gens nous perçoivent. Parce que, comme je vous le disais, souvent, nos talents, on les trouve tellement normaux qu'on n'en a pas conscience. Et donc, le fait que les autres nous les fassent remarquer, bah, ça vient finalement mettre le doigt sur des choses hyper intéressantes pour soi. Donc, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que je vous propose d'expérimenter et d'essayer. Ça vous permettra d'être au clair aussi avec ça. Et quand je parle de talent, effectivement, je parle de tous les domaines de vie, hein. Ça peut être dans votre cadre professionnel, mais ça peut être dans votre cadre perso aussi. Savoir réaliser un tiramisu du feu de Dieu qui réjouit tout le monde et qui fait toujours l'unanimité, bah, c'est un talent. Voilà, donc c'est aussi ça. Savoir organiser des vacances pour tout le monde, être super au carré sur qu'est-ce que je dois faire pour organiser de belles vacances, quelles sont les étapes, machin, bah, ça c'est un sacré talent aussi. D'accord? Donc, tous les domaines de vie doivent être visités pour ça, vraiment. OK? Oui. Alors, on continue pour l'étape 3. L'étape 3 qui vise à se connecter à ce qui nous fait vibrer. La question là, c'est en gros, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui fait que je me sens super vivante quand je fais cette activité-là? Quelles sont les activités que j'adore tellement que quand je les fais, et ben, du coup, j'en perds la notion du temps. Je pourrais ne plus manger, ne plus boire, ne plus rien faire tellement je suis absorbée et joyeuse en le faisant. D'accord? Là aussi, je vous interroge là-dessus et vraiment, je vous invite à vous poser cette question-là et à ne pas vous brider sur quelque chose que ce soit. C'est-à-dire que ça peut être des activités que vous faites dans le cadre professionnel, mais ça peut être aussi des choses que vous faites dans le cadre perso. Je pense qu'il est intéressant de tout regarder parce que parfois, il y a des choses qu'on fait dans le cadre perso qui peuvent être transférables dans le cadre professionnel. Et on a souvent tendance à oublier que bah, un métier, ça peut aussi être composé de choses qu'on adore faire.
Bien sûr qu'il y a toujours quand même des choses qu'on aime moins faire. Dans tous les métiers, il y a une partie qu'on aime, une partie qu'on aime moins, etc. C'est normal. Mais l'idée, c'est quand même, quand on envisage une reconversion professionnelle, de pouvoir donner une Ouais. part large à quelque chose qu'on aime, à des activités qu'on adore faire. D'accord? Donc, je vous interroge vraiment là-dessus. Posez-vous quelques instants pour pouvoir noter vos passions, vos centres d'intérêt, les activités que vous adorez pratiquer, même si vous ne les pratiquez plus aujourd'hui. Et ce que je fais souvent dans cet exercice-là, parce que parfois les adultes que j'ai face à moi me disent, bah, en fait, j'ai tellement plus de temps pour moi que je ne sais même plus ce que j'aime faire. Je ne sais même plus ce que... Voilà. Et donc, dans ce cas-là, si c'est votre cas, je vous invite à peut-être faire un petit retour en arrière. Revenez à vos années peut-être d'enfance ou même d'adolescence, quand vous aviez ce temps-là. C'était quoi les activités dans lesquelles vous aimiez vous plonger? C'était quoi les choses que vous adoriez faire? Parce que souvent, ça reste quand même quelque chose à l'âge adulte. C'est très très rare que je rencontre des personnes qui me disent ah ben moi j'adorais faire ça à l'adolescence, puis maintenant fou, ça me barbe, j'aime plus ça du tout. En général, il reste un petit quelque chose. Donc je vous invite à faire ce retour un petit peu en arrière si vous en sentez la nécessité, parce que ça peut être vraiment intéressant. Il y a des choses qui vous viennent comme ça spontanément? Non. Non, t'as dit il n'y a pas? Ok. Donc là, il y a lieu de se poser. Je ne suis pas surprise, hein, ça arrive plein de fois. Donc vraiment, prendre le temps de le faire, vraiment se dire ok, quelles sont les activités vraiment qui m'apportent de la joie, déjà. Déjà partir de ça, sans forcément penser à l'aspect professionnel, hein, vraiment. Hein. Là, je vous invite à avoir une réflexion qui soit la plus large possible. Peut-être que ce qui m'apporte de la joie, c'est de prendre un bouquin, de me mettre dans mon jardin les doigts de pied en éventail et puis de lire. Vous voyez? Ou peut-être que c'est Ouais. de papoter pendant 2 heures avec ma meilleure amie sur certaines choses. Ou peut-être que c'est de faire du tricot. Je ne sais pas. Mais tout doit, que vous ressentiez tout, c'est génial parce que ça permet d'élargir au maximum. OK? Donc voilà, se reconnecter à ce qui fait vibrer, c'est hyper important. Et l'étape 4, elle nous invite aussi à nous connecter plutôt, aux causes qui nous animent. Voilà, le monde est ainsi fait que, il y a quand même un sacré paquet de causes qui méritent qu'on s'y intéresse et qu'on se batte pour elles. Hein. Les enfants en détresse, les animaux en détresse, la nature, la condition des femmes. Enfin, je veux dire, il y a des tas de trucs. Il y en a plein. Certaines vont résonner avec vous et d'autres pas. Et c'est complètement normal. On n'a pas tous la même sensibilité, le même vécu, la Ouais. même expérience, ce qui fait qu'on ne va pas tous s'intéresser aux mêmes causes. Et c'est ça qui est génial. C'est que justement, il y en a pour tout le monde. Et donc, je vous invite là aussi à vous interroger sur vous, quelles sont les causes qui vous parlent le plus et sur lesquelles vous auriez envie de pouvoir agir. Et pour identifier ça plus facilement, moi, il y a une question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce qui vous met hyper en colère dans ce monde? C'est quoi qui vous révolte? Quelles sont les choses que quand vous voyez ça dans le monde, voilà, dans le monde autour de vous, il y a presque les larmes aux yeux de colère qui vous montent, tellement vous trouvez que c'est juste pas possible, quoi. Notre colère, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, hein. La colère qui nous habite parfois, elle est là pour une bonne raison, c'est qu'il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits ou des valeurs qu'on a et qui sont mises à mal par quelque chose qu'on voit, quelque chose qu'on entend, par voilà, quelque chose qu'on vit. Et donc d'aller mettre le doigt sur ce que c'est hyper, hyper euh, riche sur la connaissance de soi, etc. Est-ce que vous avez des choses qui vous viennent spontanément par rapport à ça? Là, spontanément, ce serait peut-être les catastrophes écologiques. Ok, Voilà. Et puis, là, c'est peut-être plutôt lié au travail, enfin, le sentiment d'impunité des élèves qui harcèlent les autres, enfin, que ce soit les élèves ou les adultes, enfin, ce sentiment de supériorité, enfin, ça, ah, voilà. ok, c'est les deux choses qui ressortent. Oui. Très bien. Donc, vous voyez, ça c'est pareil, c'est des choses à noter et à garder précieusement parce qu'en général, il y a quelque chose à en faire. Ce qui est enfin, je trouve, ce qui est hyper chouette quand on fait ces parcours où on s'interroge beaucoup, parce qu'on est sur de l'introspection, hein, vraiment, dans tous ces cheminements-là, c'est que il faut vraiment avoir cette posture. Enfin, je trouve, alors, il faut, il est peut-être pas très juste.
une obligation. Mais je pense que pour que ce soit le plus productif possible, il faut essayer d'adopter une posture d'ouverture la plus grande possible et de laisser émerger ce qui va émerger. Sachant que ce qui va émerger, bah, parfois on ne sait pas quoi en faire sur le moment. Mais vraiment. Et on se demande, on est comme une poule avec un cure-dent, avec un truc qui est remonté, en se disant, OK, alors ça c'est remonté, donc ça vient bien de quelque part en moi, c'est important, mais là tout de suite, je ne sais pas quoi en faire. Et bien, c'est pas grave. Ce genre de choses, quand ça se produit, moi, je vous conseille très fortement de le noter quelque part et de le garder dans un coin de votre esprit. Même si aujourd'hui, vous ne savez pas quoi en faire. Arrivera un moment où ça va se clarifier. Et donc, vraiment, je vous recommande d'avoir cette posture-là et pas de mettre le couvercle dessus en disant, moi, ça, n'importe quoi, on s'en fout. Non, je ne sais pas quoi en faire, ça ne peut pas être important et de le mettre de côté. Ça, ce serait hyper dommage parce que si ça remonte, c'est qu'il y a quelque chose à en faire. Donc, je vous invite vraiment à avoir cette posture d'ouverture. Hop. L'étape d'après, elle ne peut arriver que quand on a déjà vécu toutes les étapes précédentes, ce qui aura permis forcément de faire émerger des choses. C'est à partir de toutes les pièces du puzzle qui auront émergé pendant les étapes d'avant qu'on va pouvoir identifier un projet professionnel qui puisse être le bon pour soi. Et alors pour ça, je trouve que ce qui est génial, et je pense qu'il faut vraiment le faire dans cette posture d'imaginer une nouvelle vie professionnelle, c'est de se donner complètement libre cours à l'imagination et de se dire, bah, OK, si tout était possible, mettons, j'ai une baguette magique, tout est possible, j'ai aucun frein, quel qu'il soit, il n'y a pas de limite, ce serait quoi ma vie professionnelle idéale? Et de se poser ces questions-là et de prendre le temps vraiment de se connecter à la joie à l'intérieur de nous là-dedans, hein, et de se dire, c'est quoi les activités que je ferais et qui m'apporteraient de la joie, que j'adorerais faire dans ma vie pro? Où est-ce que j'aimerais travailler? Dans l'idéal, encore une fois, il n'y a pas de limite, il n'y a aucune limite de rien. Où est-ce que j'adorerais travailler? Avec quelle personne j'aimerais travailler? Ou avec qui? Ça peut être des personnes, mais ça peut être des animaux, enfin, tout est imaginable. Dans quelles conditions j'aimerais travailler? Combien d'heures par semaine même? On peut aller à ce niveau de détail. Combien d'heures par semaine j'aurais envie de travailler? Et éventuellement sous quel statut? Et éventuellement pour quel revenu? Vous voyez? C'est vraiment de se projeter dans ma vie professionnelle idéale, encore une fois, en faisant abstraction de la petite voix qui peut-être va dire, oh mais attends, n'importe quoi, travailler dans une villa au bord de la mer, mais tu rigoles, c'est pas possible. Voilà, c'est vraiment faire abstraction de ça Mm. et vous connecter à ce qui est, à ce qui arrive et ce qui vous procure de la joie. L'accepter tel que ça arrive, même si encore une fois, aujourd'hui, ça peut sembler peut-être un peu irréaliste ou voilà. Ça, on s'en fout pour l'instant. C'est vraiment cette idée-là. OK? Mm. Et une fois qu'on a pu faire le point là-dessus, eh ben, l'idée, c'est de se dire, d'accord, donc là, j'ai identifié un métier, une piste professionnelle qui me met en joie, qui pourrait me convenir, qui correspond à mes talents, qui correspond à mes valeurs. Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire concrètement pour pouvoir avancer sur ce projet-là? Et là, on est vraiment sur de la mise en action, parce que tant qu'on reste dans la tête, on n'est que dans la tête et il n'y a rien qui se passe dans la réalité. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre ça matériellement réalisable. Donc, en gros, c'est quoi les étapes dont j'ai besoin? Quelles sont les actions que je dois mener? Peut-être que dans un premier temps, ça va être d'interroger des professionnels qui font ce métier-là pour en savoir plus sur leur parcours, sur leur formation, sur tout ça. Peut-être que ça va être aussi de voir bah, par rapport à mes contraintes matérielles, familiales, personnelles, temporelles, toutes les contraintes que j'ai moi actuellement, qu'est-ce qui est réaliste en termes de timing et sous quelle manière? Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'essayer de rendre, de transposer tout ce que j'ai imaginé en plan d'action. D'accord? Mm. Et l'un des éléments qui est clé dans cette démarche de reconversion professionnelle pour moi, c'est de savoir tenir bon quand ça va secouer. Parce que forcément, ça va secouer. Quand je dis secouer, c'est-à-dire que bah, forcément, dans cette démarche de changement profond, parce que changer de vie professionnelle, ce n'est pas un petit truc hein, dans une vie, c'est quand même un changement qui est majeur, et bah forcément,
on va se retrouver dans des phases où on va douter, où les peurs vont remonter, où on va avoir peut-être du mal à se mettre en action, où on va se dire que rien n'est possible, où on va trouver que tout est bouché. Il va forcément y avoir des moments comme ça. Et donc, il y a tout à fait lieu de savoir apaiser son mental. Et ça, il y a plein de techniques, il y a plein d'outils qui existent. Là, je vous en donne certains. Ça peut être la méditation, ça peut être la respiration en cohérence cardiaque, qui est un outil puissant qui peut être fait très facilement avec des applis du type Respirelax. Ça peut être le fait de pratiquer une activité physique qui vous plaise. Voilà, il y a plein de manières de faire pour apaiser le mental. Je vous invite à explorer ce même objectif de pouvoir gérer les périodes où ça va être plus compliqué. De connaître ses ressources, c'est indispensable. Connaître ses ressources, c'est-à-dire savoir sur quoi on peut s'appuyer, que ce soit en nous, d'accord? Donc, quelles sont nos forces, quels sont nos talents, quelles sont nos habitudes porteuses, quelles sont nos croyances porteuses, là aussi, mais aussi à l'extérieur de nous, c'est-à-dire dans mon entourage, qu'il soit professionnel ou personnel, quelles sont les personnes qui peuvent être là pour moi, pour me soutenir, pour, euh, pour peut-être me donner des pistes, pour m'aider, en fait. Et déjà, d'avoir une notion précise de qui sont ces repères, qui sont ces ressources, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour m'accompagner dans cette démarche-là, c'est hyper important. Donc, je vous invite vraiment à faire aussi cette petite introspection de dire, bah, OK, quelles sont les ressources que j'ai autour de moi et sur lesquelles je peux compter, autour de moi, à l'intérieur de moi. Donc là aussi, de les noter, c'est une très bonne idée parce que quand on n'est pas bien et qu'on se sent, voilà, qu'on a l'impression que rien n'a de sens, qu'on a l'impression que tout est bouché, qu'on n'y arrivera jamais, que de toute façon, on est forcément bloqué dans cette situation et qu'on ne pourra jamais en sortir, on n'a pas forcément l'élan de voir ses ressources en fait. Et donc, de savoir qu'on a dans notre carnet ou quelque part, noter ça, ça va permettre de s'y référer et de dire, OK, là j'ai un coup de mou, mais ah oui, c'est vrai, je me souviens, bah tiens, je vais faire ceci ou je vais appeler telle personne. Voilà. Et ça peut permettre de finalement sortir plus rapidement de cette espèce d'ornière dans laquelle on peut être placé de temps en temps. Donc, c'est vraiment hyper, hyper important. Voilà, je me tiens à votre disposition pour pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à pouvoir vraiment prendre cet appel diagnostic et en profiter pour qu'on ait un échange plus particulièrement. Et puis voilà. En tout cas, moi, il me reste à vous souhaiter une super belle journée, à vous souhaiter le meilleur. Et puis à vous dire bah, peut-être à très vite si vous en avez l'élan et que tout ce que j'ai partagé pendant ce webinaire a résonné quelque part avec vous. Voilà, je vous dis à très vite et puis voilà, une très belle continuation sur votre chemin.